Madame la Présidente Bello, permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour votre invitation et vous dire l'honneur qui est le mien d'être à cette tribune et en tant que réunionnais, l'émotion également qui est la mienne de participer à ce 40e anniversaire de la région Réunion. En venant ici, évidemment, je pensais à tout ce qui s'est passé au cours de ces 40 dernières années. Mais je me suis posé également une question. Pouvons-nous prédire les événements qui vont intervenir jusqu'à 2063? Et en réalité, les seules certitudes que nous avons, ce sont des incertitudes devant l'imprévisibilité des événements, devant les bifurcations inattendues de l'histoire, devant les ruptures nées de découvertes que nous ignorons sans doute encore, de sauts technologiques dont nous n'avons aucune idée, des guerres et des tragédies aussi, parfois, qui, à la faveur de faits aléatoires, ne s'annoncent pas toujours. Qui aurait pu prédire que le 9 novembre 1989, il y a un peu moins de 40 ans, le mur de Berlin tomberait et s'ensuivrait la dislocation de l'Union soviétique, la réunification de l'Allemagne et l'élargissement de l'Union européenne. En 1983, il n'y a pas si longtemps en réalité. C'était pourtant déjà pour nous aujourd'hui un autre monde. C'était les débuts d'une révolution technologique qui allait ensuite tout changer. Nous sommes passés en moins de 40 ans du Minitel à Internet, puis aux applications pour entrer aujourd'hui dans une société et une économie hyper digitalisée, ultra connectée, dominée par la vitesse et l'abolition des distances. Et notre île de la Réunion n'est pas restée à l'écart de ces profondes mutations qui, j'en suis, en tout cas c'est ma conviction, ont été avant tout mises au service du marché globalisé et au fur et à mesure, on a oublié le citoyen pour préférer le client. Et cela, en réalité, pose des menaces et de nombreuses inquiétudes pour la sauvegarde même de nos identités et de notre identité réunionnaise. Et je pense que pour notre identité réunionnaise, notre identité créole, rien n'est acquis, parce que nous sommes aujourd'hui mis devant le rouleau compresseur de l'uniformisation des modes de vie et de l'uniformisation de l'idée du bonheur. En 1983, c'était une époque où nous cultivions encore une forme de confiance illusoire dans la modernité qui s'appuyait sur une humanité retranchée du monde du vivant et de la nature. Entre-temps est passée par là la conférence de Rio en 1992 et nous savons aujourd'hui qu'il y a une intersolidarité entre les espèces et que la lutte contre le changement climatique et la préservation de la planète conditionne la survie de l'espèce humaine elle-même. Et nous le savons que trop, nous autres insulaires, puisque, évidemment, nous avons des fragilités fortes devant les impacts du changement climatique. Donc, les crises ne préviennent pas toujours, mais toujours, elles viennent bousculer le réel. Et je pense que personne parmi nous également aurait pu imaginer au début de nos mandats respectifs que nous allions, dans un temps très court, être rattrapés par deux événements historiques majeurs, la pandémie
du Covid-19 et la guerre en Ukraine aujourd'hui. Et je veux vous dire, Madame la Commissaire, Elisa Ferreira, vous m'avez déjà entendu dire cela dans d'autres enceintes, combien je suis satisfait de la co-construction qui a été la nôtre pour atténuer les impacts de la pandémie dans l'ensemble des régions d'Europe et tout particulièrement dans les régions ultra-périphériques. Nous avions, au tout début de la crise, convenu ensemble qu'il n'était pas possible de rester l'arme au pied et de ne rien faire quand dans les régions d'Europe, il manquait des masques, des respirateurs artificiels, quand les États se faisaient concurrence. Et nous avons mis sur la table des moyens, évidemment, qui ont aidé les régions d'Europe à faire face à cette situation, tout comme nous avons aussi mis sur la table le règlement REACT-EU, qui a été, je crois, très utile dans les régions françaises et à l'île de la Réunion. Et je veux dire aux uns et aux autres que j'ai eu l'honneur de présider la négociation dans REACT-EU et que la commissaire Elisa Ferreira a été pleinement engagée avec moi pour que dans le règlement, nous introduisions des dispositions spécifiques pour les régions ultrapériphériques. Et je veux dire à la présidente Delga combien je suis satisfait également de l'utilisation, de la pleine et bonne utilisation par les régions françaises du règlement REACT-EU. Tout ceci pour vous dire que la solidarité européenne en faveur des RUP a joué et qu'elle joue pleinement. Et peut-être n'a-t-on pas toujours conscience, dans l'ensemble des négociations sur les fonds de la cohésion, et en particulier sur le FEDER, nous avons, Madame la Commissaire, introduit plus de dérogations dans les règlements fondés sur l'article 349 qu'il n'en a jamais eu de toute l'histoire de l'Union européenne. Et je crois que ces dérogations positives pour les RUP fondées sur l'article 349 disent la solidarité de toute l'Union européenne, pourtant en crise, avec nos régions ultra-périphériques. Je n'ai pas besoin ici, Madame la Présidente, de refaire l'histoire complète de l'émergence du concept d'ultra-périphéricité et de la consolidation des politiques européennes en faveur de nos régions des Outre-mer. Mais je veux ici saluer le rôle joué par tous les présidents de région qui se sont succédés depuis la création de la région, le rôle aussi des députés ultramarins au Parlement européen, Paul Vergès bien sûr, mais aussi Margie Sud et le très regretté Jean-Claude Fruteau, et puis bien sûr Élie Waro, que je saluerai, j'espère, tout à l'heure. Aujourd'hui, en ma qualité de président de la Commission du développement régional, avec mon collègue Stéphane Bijoux, qui est membre de ma commission, nous portons cette lourde responsabilité de poursuivre et de prolonger le chemin qui a été ouvert par les anciens pour conquérir maintenant de nouvelles avancées en faveur de nos territoires. Croyez bien que dans une Europe à 27, avec une nouvelle géopolitique qui, en réalité, est en train de naître sous nos yeux, avec les conséquences de la guerre en Ukraine et peut-être, en tout cas je le crois, un déplacement des intérêts européens vers les pays de l'Est, les pays baltes, les régions septentrionales de l'Union, que cette tâche, évidemment, de maintenir l'intérêt pour les pays du Sud comme pour les régions ultra-périphériques n'est pas toujours évident. Et pourtant, nous y parvenons. Nous y parvenons encore. Nous y parvenons, je crois, parce que nous savons
Stéphane, Bijoux, moi-même, les autres députés des régions ultrapériphériques, nous avons exprimé notre solidarité aussi vis-à-vis de ceux qui, en Europe, ne manquent jamais à la solidarité vis-à-vis des régions ultrapériphériques. Et au Conseil européen aujourd'hui, la solidarité pour les RUP est présente, comme elle est présente au sein du Parlement européen. Ce que je veux partager également, c'est que nous ne devons jamais oublier que le tout détermine le particulier. Et pour résumer en une phrase, plus l'Europe est forte dans ses valeurs fondamentales, et plus nous pouvons être confiants dans le soutien de l'Union à nos territoires éloignés. Inversement, plus l'Europe sera contestée, plus l'Europe sera bousculée, plus l'Europe sera aussi repliée sur elle-même, traversée par des nationalismes, des percées xénophobes, et plus aussi grandiront les menaces pour le maintien des politiques de solidarité à l'échelle de l'Union européenne. L'histoire de la région Réunion, Madame la Présidente, va de pair avec celle de la politique régionale de l'Union européenne. Le FEDER a été créé en 1975 pour redistribuer une partie du budget européen aux régions les moins riches qui avaient durement accusé du premier choc pétrolier. Et c'est à ce moment-là qu'une analyse des PIB régionaux démarre et que cette décision contribuera à la création des entités régionales dans toute l'Europe et en France, et aussi à l'analyse des disparités des richesses. Et l'Europe, dès le départ, dans sa construction même sui generis, a voulu s'appuyer sur les régions d'Europe, pour porter un objectif qui est un objectif très vertueux, un objectif d'égalité au moyen de la solidarité entre les pays. C'est tout le sens de la politique de cohésion. On ne se rend peut-être pas toujours compte, mais il faut se figurer que cette distribution des richesses de la politique de cohésion est extrêmement conséquente. Pour 2021-2027, la Réunion, vous l'avez dit, Madame la Présidente, bénéficiera d'1,4 milliard d'euros des fonds ESI, FEDER, FSE et fonds de transition juste. Pour la même période, 2021-2027, pour l'ensemble du Danemark, c'est 3 fois moins. C'est 438 millions d'euros de fonds structurels. 3 fois moins aussi pour Malte. C'est 470 millions à peu près pour Malte. 918 millions pour Chypre. 988 millions pour toute l'Irlande. Et 1 milliard pour l'Autriche, c'est-à-dire que l'Autriche bénéficie moins, évidemment, de fonds structurels que la Réunion, avec ses 1,4 milliard d'euros, qui est une enveloppe équivalente aux Pays-Bas. Bien sûr, nous sommes les régions les moins développées d'Europe, donc la justification tient au fait que nous sommes des territoires en retard de développement, comme ils disent, mais tout de même, je pense qu'il est utile de rappeler ceci. Je veux également souligner que la création de la politique régionale européenne a aussi contribué, avant même l'émergence du concept d'ultrapériphéricité, à la création du programme agricole Poséidon. On n'a pas attendu l'inscription dans les traités de la notion d'ultrapériphéricité pour prendre en compte les particularités des Outre-mer. Et le chemin a été ouvert
pour la prise en compte des demandes politiques du Parlement européen, et je pense en particulier au rapport Ligios, qui a été un rapport du Parlement européen inspiré par Paul Vergès, qui a permis de prendre en compte déjà les particularités de l'Espagne, du Portugal et des Outre-mer français. Et in fine permettre l'inscription d'abord dans l'annexe au traité de Maastricht en 1992, puis dans les articles du traité d'Amsterdam 299.2 et aujourd'hui 349 du traité sur le fonctionnement de l'UE. La reconnaissance de l'ultra-périphérie au plus haut niveau de la hiérarchie des normes a été aussi décisive pour nos agriculteurs, Monsieur le Président du Conseil départemental, et en particulier pour la création du programme POSEI agricole. Elle a été décisive pour les régimes de taxation dérogatoires aux règles du marché commun. Je pense évidemment à l'octroi de mer, Madame la Présidente, de même que pour obtenir toutes les dérogations ou les traitements de faveur au sein du budget de l'Union. Je pense à l'enveloppe additionnelle de compensation des surcoûts. Tout ceci, Madame la Présidente, et j'en terminerai là, ce sont des instruments et ce sont des moyens. Mais ce ne sont que des instruments et ce ne sont que des moyens pour accompagner votre vision stratégique, votre ambition pour le territoire, pensée et portée par l'Assemblée régionale, par les Réunionnais eux-mêmes et pour eux-mêmes. Et ce n'est pas à Bruxelles, ni à la Commission européenne, ni au Parlement européen, pas davantage à Paris, je crois, qu'est pensé le destin de la Réunion, et c'est bien le sens de la régionalisation. Pour finir, je terminerai par une réflexion pour dire que très souvent, on parle de nous de manière un peu misérable. Nous sommes des petites îles éloignées, des petites îles isolées, des petites îles pauvres. Je pense que le fait que nous soyons une île, en réalité, fait que nous sommes immenses. Nous sommes sans doute beaucoup plus immenses que les pays enclavés de l'Europe centrale. Nous sommes immenses, immenses comme l'océan qui nous entoure. Et nous sommes forts, forts de toutes les promesses de l'économie bleue que vous avez mis au cœur de votre programmation, forts de toutes les promesses de l'océan Indien, devenu nouveau centre de gravité du commerce mondial et que nous devons regarder aujourd'hui en complément du travail avec l'Union européenne. Joyeux anniversaire à la région Réunion.